Le courage, je trouve, c'est lorsque nous avons le choix. Là, c'est de la survie. Là. Si je ne pars pas de cet endroit, je vais y mourir en fait. Hein. Il s'appelle Patrick Bourdet et il a déjà eu 1001 vies. Tout petit, il a grandi pendant plusieurs années au fin fond de la forêt, un peu comme celle-ci, dans une cabane délabrée, sans électricité, mais surtout sans amour et dans la violence. Et puis contre toute attente, ce petit bonhomme est devenu l'un des plus grands patrons du CAC 40, PDG d'une filiale d'Areva. Il a même fait progresser la lutte contre le cancer en imaginant un anticancéreux capable de s'attaquer à certaines formes de cancer. Aujourd'hui, il travaille pour les autres, avec les autres, pour tirer ce fil d'humanité qui lui a tant manqué, comme quoi rien n'est joué d'avance, c'est le titre de son livre. C'est surtout notre invité, un sacré monsieur dans Entre vous et moi. J'ai votre livre ici. Rien n'est joué d'avance. Le formidable destin d'un gamin de la DAS devenu PDG. Vous venez du loin, voilà. Vous parlez de survie. Vous parlez aussi d'énergie des survivants. Vous pouvez nous dire ce qui vous a donné la force de passer de balayeur à mécanicien, de vendeur d'espadrilles, de débroussailleur, de livreur, puis cadre, puis un jour PDG, un des plus grands patrons du CAC 40. Comment fait-on ? Je ne sais pas comment on fait. En tout cas, ce que pour ma part j'ai fait, et je l'ai compris plus tard. Alors déjà, assez tôt, j'ai compris qu'il fallait que je reprenne des études. Donc ça, c'est sûr. Et comment ai-je fait ? J'ai beaucoup travaillé. Hein. Il y a un fil rouge quand même. J'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé. J'ai repris des études qui m'ont amené jusqu'à des Master 2, comme on dit aujourd'hui. Puis encore plus tard, dans des écoles prestigieuses. Subdeco ? Oui. Ça et je pense que d'une manière générale, je me suis surmobilisé. Alors que je pense que vous n'avez pas le bac. Ah non, j'ai pas de bac. J'ai un Master 2, mais j'ai pas de bac. Et ce que j'ai observé, en tout cas sur le début du chemin, c'est qu'en effet, j'étais placé à un endroit, toi, c'est indigence, et indigence, c'est zéro formation, que sais-je. Enfin, en tout cas, c'est pas tout à fait OK dans le... c'est pas tout à fait OK pour advenir de manière un peu décente dans ce qu'est le monde. Et ça, je pense, je l'ai perçu assez tôt, ça. Et je me suis dit, mais je veux pas ça, moi. Et puis en plus de ça, je voulais des enfants. Je me suis dit, mes enfants, c'est pas très original, mais je veux qu'ils soient capables d'avoir une vie normale. J'avais envie de ça, beaucoup. Vous avez grandi dans une cabane à la Teste de Bûche, dans la forêt landaise. La cabane, vous pouvez nous la décrire, cette cabane où vous avez grandi. Vous parlez de violence, d'indigence, de beuverie, d'humiliation. Et en parlant de vos parents et des personnes qui venaient dans cette cabane alors que vous étiez un tout petit enfant, vous écrivez cette question. Étaient-ils encore des humains ? Oui, alors là, je me sens... c'est-à-dire, il y a longtemps que je n'ai pas été au contact de ces phrases, et ça me touche évidemment. Repensant à tout ça avec beaucoup de recul, je pense que la question était pertinente en vérité. Hein. Ce qui me vient là maintenant tout de suite, c'est qu'ils étaient habités, enfin je sais pas, c'était fou. Ils étaient... je sais pas, mais... Nelly, votre maman, était alcoolique. Et votre papa, André, à 4 ans, vous aviez 4 ans à l'époque, est décédé. On vous en a caché la cause pendant très longtemps, alors qu'il s'était donné la mort. Vous étiez, vous, avec vos frères et sœurs, donc Lynn, votre petite sœur, et Boule. Marilyn, ouais. Voilà, et Pascal, votre petit frère. Et puis Angélique, une petite sœur qui est décédée à la naissance, mais que... Quelques mois plus tard, oui. Voilà, que vous avez connue. Donc Lynn, Boule et Angélique. Et vous dites de votre père, il s'est donné la mort pour me sauver la vie. En tout cas, c'est la lecture que j'en ai faite plus tard, hein,
puisque au moment où il s'est suicidé, il avait écrit des courriers pour que nous soyons retirés de la garde de notre mère. Donc, entre 4 ans et 9 ans, j'ai été 5 ans dans un orphelinat, et j'ai reçu là, je pense, des choses que je n'aurais pas reçues par ailleurs. Donc entre 4 et 9, c'était des périodes évidemment structurantes du développement de l'enfant. Et là, j'avais même pas conscience finalement de ne pas avoir de père ni de père ni de mère. Et en revanche, j'ai eu la chance de recevoir d'un certain nombre de personnes, et notamment d'éducatrices. J'ai reçu de l'amour en fait. Et j'ai une gratitude immense à cet endroit, bien sûr. À 9 ans, votre maman vient vous voir, je crois, et elle ne vous rend pas à l'aide sociale à l'enfance, anciennement DAS. Ouais. Et vous revenez à la cabane. Mm-hmm. Votre papa n'est plus là. Des hommes se succèdent à la maison, et la violence aussi. Vous dites, Lynn et Boule, on s'est recréé une famille tous les trois, un trio, et on se protégeait les uns les autres. Enfin, il y avait une chambre où mon frère et moi dormions, et c'est là où nous nous protégions en fait. Nous tentions, parce que parfois c'était un peu compliqué. Avec des trous de balles qui passaient. C'est ce qui m'a fait partir en fait. Ouais. J'ai vu un trou dans le mur, et ça m'a convaincu de partir. Je me suis dit que j'étais chez les fous et qu'il fallait que je parte. Ouais. Ouais. Est-ce que dans la plus horrible inhumanité qu'on puisse vivre, on trouve de l'humanité et de l'amour, et c'est finalement ça qui sauve? Oh là là, il se passe des choses là. J'ai pas été au contact de tout ça depuis un moment, et donc là ça me remet au contact fort fort. Le corps n'oublie rien. Donc ouais, j'ai beaucoup de gratitude pour Boule, pour Lynn, et je les aime immensément. Ouais. Vous disiez que vous avez écrit dans votre livre que votre premier voisin était à 1,5 km de votre maison, si l'on peut dire ainsi. 3 km de la première source d'électricité. Et pour aller à l'école, aller-retour, tous les matins, il vous fallait marcher sur un chemin de terre 6 km. Chemin de sable. Sable. 1 heure, c'est ça? 1 heure ouais. aller, 1 heure retour. C'est ça. Ce petit garçon qui quittait la cabane de douleur et de souffrance, est-ce que justement ce chemin-là était salvateur au contact de cette nature? Est-ce que ça vous permettait de reprendre souffle? Et oui, vraiment. Le danger était dedans, et pas du tout dehors. Et donc, à l'extérieur, dans la forêt, vraiment, j'ai réalisé plus tard ça. Mais je me rinçais, en fait. Ouais. Et en marchant, je me soignais. Et chaque jour, j'avais finalement 2 heures de thérapie. Parce que je marchais, en fait. Et ça m'a... Je me souviens, 30 ans plus tard, parce que pendant une très très longue période, je ne suis pas retourné à la cabane, pas du tout, jamais. Et bien après que ma mère soit décédée, etc., au moment de la parution du livre, j'y suis retourné. Et les arbres étaient encore là, pour la plupart, évidemment. Ils avaient pris quelques décennies, mais ils étaient là. Et je me souviens d'un en particulier, et je n'ai pas pu résister. Je suis allé l'embrasser comme un vieil ami, en fait. Et vraiment, je pense qu'il me regardait passer, il me protégeait, et il me rinçait, en fait. Il me nettoyait à chaque fois. Ce qui me permettait d'arriver à l'école. L'indigence devait transparaître, assurément. Mais au moins, j'étais à peu près peut-être soigné. Je ne sais pas comment le dire. Pas en profondeur. Probablement pas, parce que j'ai observé qu'il m'a fallu quelques décennies pour me soigner en profondeur. Et se peut-il que ce soit le cas, je n'en sais rien, mais bon, en tout cas, voilà. Vous dites, vous aviez très peu de moments heureux. En revanche, dans chaque petit détail, chaque petit moment de la vie, vous trouviez ce bonheur. Par exemple, le riz au lait
de Tata Yvonne. Et la nature, j'avais compensé par la nature. L'amour de Line et Boule, qui vous protégeait peut-être, ce riolet, une espèce de Madeleine de Proust, et puis cette nature. C'est ça, on est davantage ouvert finalement à ce qui est autour de nous et qui peut nous permettre d'échapper à cette violence ou à cette horreur-là. La nature, oui, vraiment. Vous enlacez les arbres. Je vois, enfin, ça me bouleverse. Aujourd'hui, j'habite au milieu des bois, hein, donc les arbres ne se trompent pas. Et je les imagine en fait, ils nous regardent passer, comme ça, si chahutés, si parfois en vibration. Et eux aussi vibrent, mais ils ne s'inquiètent pas, eux. Vous dites, la mort, à ce moment-là, m'a tenté. Ouais. C'était pendant très longtemps, pour des raisons qui m'échappent, ou en tout cas qui m'échappaient clairement, j'ai une arme bien sûr. Et au bout d'un moment, je me suis dit que non, ma place était là. J'ai décidé de vendre cette arme. Et avec l'argent de cette vente, j'ai acheté un éléphant en raku. Probablement pour la mémoire. Et je l'ai toujours, évidemment. La force et la mémoire. La force et la mémoire. Il est sacré et je l'ai toujours avec moi. Toujours. Il m'a suivi depuis toujours. Et donc à la maison, il y a un éléphant en raku. Et oui. J'ai été un peu tenté parce que il y avait tellement de vibrations que parfois je me disais mais moi je peux pas cheminer comme ça va pas être possible quoi. Et puis ce petit bonhomme grandit et à 16 ans, il prend une grande décision. Je ne sais pas où il trouve cette force, mais comme quoi la vie est incroyable. À 16 ans, vous écrivez, vous avez renoncé à votre propre famille. Vous pouvez nous expliquer comment ça se passe là ? Il y a une grande différence dans la forme des courages finalement. C'était pas du courage. Le courage, je trouve, c'est lorsque nous avons le choix. Là, c'est de la survie. Là. Et donc, c'est plus du tout la même. Le courage n'a rien à voir. Donc, c'était pas un acte courageux. C'était vraiment un acte pour me sauver, en fait. Vraiment, c'était un acte de survie. Je me suis dit, si je ne pars pas de cet endroit, je vais y mourir, en fait. Et renoncer à sa famille, ça veut dire que ce ne sont plus vos parents, ou c'est je ne veux plus de violence, je ne veux plus d'armes, je ne veux plus de coups de feu à la maison, je ne veux plus de violence physique, morale. Comment on arrive à dire je ne reverrai plus jamais cette mère ? Alors ça peut paraître d'une grande brutalité, hein, mais en fait je l'ai tuée à ce moment-là. Ça peut paraître, je conviens de ça aujourd'hui vraiment. Hein. Je me suis dit mais il faut que je vive en fait. Hein. La seule chose qui vous détruit, c'est la culpabilité d'avoir abandonné Line et Boule. Alors je pense que Boule était déjà sauvé, parce que lui il était fort, physiquement fort costaud. En plus. Il l'est toujours. Et Line avait un an de moins que moi, donc là c'était beaucoup plus difficile, une fille aussi, une fillette, hein, donc beaucoup plus difficile pour elle. Donc j'ai encore aujourd'hui je me suis excusé vraiment auprès d'elle. Qu'est-ce qu'elle vous a dit plusieurs années plus tard, quand vous êtes excusé, quand vous lui avez demandé pardon ? Oui. Enfin, de son point de vue, il n'y avait pas de sujet. Hein. Ouais. Il n'y avait pas de sujet, évidemment, de son point de vue. Mais du mien... Mais elle
elle est d'une force inouïe aussi, Alain. Enfin, vraiment, elle est d'une force inouïe. Et c'est aussi fascinant de voir ça, comment un petit bout de femme comme ça peut mobiliser autant de force. Même après, sur le chemin, la vie lui a joué des tours aussi. Et elle est toujours là, c'est incroyable. Ça veut dire quoi, le message que quand on vous écoute, peu importe finalement les cases dans lesquelles on veut vous mettre, peu importe le chemin qui se voudrait tout à fait droit, progressif, non, chacun doit suivre son chemin, son intuition, son cœur, son propre courage. Chacun doit, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai le sentiment que chez chacun d'entre nous, il y a plus que ce que nous percevons immédiatement ou que ce que le monde veut nous laisser entendre de nous-mêmes. Vous parlez de survie. Ce qui vous a donné la force de quitter cette baraque, cette cabane, de dormir dans la cale d'un bateau, puis un jour, PDG d'une grande entreprise, Areva-Med, c'est ça, Ouais. qui est une filiale. Ouais. Voilà. Parce qu'un petit bonhomme qui grandit dans une cabane, qui est capable de trouver, voilà, une manière, peut-être, d'avancer dans la recherche du cancer. En tout cas, ça a été compliqué d'advenir, mais petit à petit, par le travail sur moi, j'ai pu contacter des endroits que je n'avais jamais vus. Et qui m'ont permis de gagner en confiance et de me sentir de plus en plus légitime, plus en plus aimable, et de finalement trouver une place avec beaucoup de conscience. Je suis très... comment dirais-je, c'est simplement une petite contribution. Voilà. Après, vous parliez de cette idée de nouveaux médicaments, etc. C'est un accomplissement merveilleux. Aider les gens à vivre plus longtemps, c'est merveilleux. Et des centaines de personnes ont déjà reçu ce traitement aujourd'hui. Et ça continue à se développer. Donc, c'est merveilleux. C'est une contribution. Voilà. Et c'est pas... Moi ou un autre, finalement, à cet endroit, c'est pas si important d'ailleurs. Et ce qui est important, c'est le résultat et pour les gens. J'ai l'impression que quand on veut quelque chose, on ouvre une partie de soi qui va attirer l'autre aussi. Et l'autre va vouloir vous aider. Vous dites une phrase très juste. Je suis née vide et je me suis nourrie des rencontres. Je me suis tricotée à eux. Les autres, nous ne sommes que des maillons. Je crois que c'est Christian Bobin, j'ai lu cette phrase récemment, qui dit « Les gens qui nous sauvent ne savent pas qu'ils nous sauvent ». Et il suffit d'un mot. Il suffit d'un mot dans la rue à quelqu'un qui vous demande une pièce pour transformer sa vie. Nous ne savons jamais l'impact que nous avons, nous ne savons jamais à quel endroit nous rencontrons les autres. Et un regard peut changer le cours de l'histoire de quelqu'un. Je partage, tout à fait. Ouais. La question du pardon, vous l'évoquez quand votre mère est décédée en 2002. On peut dire pardon? Alors, je me dois d'être très honnête ici. Comme ailleurs, je suis allé à plusieurs reprises sur la tombe de mon père. Et aujourd'hui encore, alors que je m'étais promis de le faire, la réalité est que je ne suis pas encore retourné sur la tombe de ma mère. Évidemment, je ne peux pas me dispenser de me questionner à cet endroit-là. Et donc, l'ai-je pardonné? Je pense que nous y sommes. Je pense que chaque jour, je m'en rapproche. Et je pense qu'un jour, j'irai. On ne reproduit donc pas toujours ce qu'on a subi? En tout cas, visiblement, pour ma part, j'ai pu m'extraire de ça. Et je pense que j'ai été sauvé aussi par les thérapies, par le travail sur moi. Et c'est l'une des décisions les plus audacieuses que j'ai prises dans ma vie, de travailler sur moi. Que se passe-t-il? Qu'ai-je mis en œuvre pour advenir? Que se passe-t-il? Pourquoi suis-je le jeune homme que je suis quand j'ai commencé? C'est au moment de l'arrivée des enfants, en fait. J'ai commencé à travailler sur moi pour ne pas
transmettre justement ce que ce qui était en moi. Alors c'est sans cesse, hein, évidemment tout le monde sait, c'est un long chemin, mais je pense que ça m'a aidé énormément. Et ce désir de donner, de partager aussi à l'autre. Votre dernière passion, j'allais dire, en date, conseil en développement personnel et professionnel. J'ai pas trouvé mieux que d'aider l'autre à s'accomplir. J'ai pas trouvé mieux. J'ai pas trouvé mieux et je reçois aussi beaucoup. C'est-à-dire que j'ai le sentiment d'être très très présent et finalement de ne donner que ça, de ne donner qu'une présence. Quelle serait la musique qui pourrait illustrer votre vie? Oh là là, une musique qui illustrerait ma vie. Un chanteur, un nom me vient, donc je vous le livre. C'est Hildegarde von Bingen. Je ne sais pas si elle illustre ce qu'est ma vie, mais en tout cas, il y a quelque chose de très aérien, de très spirituel dans ce qui m'est venu en réponse à votre question. Un mot que vous aimez? La joie. La joie. Un mot que vous détestez? La haine. Votre gros mot préféré? C'est une phrase et j'ai le droit? Ah oui. J'ai le droit en Tout anglais est permis aussi. entre vous et moi. What a fucking journey. Quel putain de voyage. Quelle putain de vie. Ok. Et en peu de mots, qu'est-ce que vous diriez à ce petit bonhomme de 4 ans? Reste ici. Reste ici. Car tu seras très gâté. C'est nous qui sommes gâtés aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci Patrick. Merci beaucoup. Don't give up now. We're proud of who you are. Don't give up. You know it's never been easy. Don't give up, 'cause I believe there's a place where we belong. Si vous avez aimé cet épisode d'Entre vous et moi, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire et vous abonner à notre chaîne.